Bonjour, nous sommes à Salon-de-Provence, dans le massif du Talagar, en bordure de la ville. Et nous allons à la rencontre de Christiane, une passionnée de pierres sèches, qui va nous faire découvrir les lieux. Bonjour Christiane. Bonjour Elise. Alors, pourquoi cette passion pour les pierres sèches? Alors je suis une grande passionnée d'origine, on va dire. Et les pierres sèches, c'est un sujet qui m'a interpellée lorsque je suis arrivée en Provence en voyant toutes ces constructions, j'allais dire presque toutes ces ruines malheureusement, puisque nous sommes sur des terres qui ont été beaucoup occupées par des civilisations agro-pastorales. Et c'est un sujet qui me passionne, le côté rural, le côté terre. Qu'est-ce que la pierre sèche? Alors la pierre sèche n'est pas un matériau particulier, mais une technique de construction, une technique qui permet d'assembler et de caler des pierres entre elles, Oui. mais sans mortier, sans liant, à sec, d'où cette expression pierre sèche. Sommes-nous devant un bâtiment de pierre sèche? Alors non, pas vraiment, c'est une construction qui remonte probablement au XVIe siècle. Et comme tu peux le voir, Élise, ici nous avons malheureusement du mortier, Oui. Donc ce n'est pas vraiment la technique de la pierre sèche. Ça a été restauré donc, non? Ça a été probablement consolidé. Là nous sommes où? Alors nous sommes sur ce qui a été identifié comme le pavillon de chasse du bailli de Suffren. Oui. Un bâtiment donc d'origine gothique renaissance, fin 15e, début 16e. Élise, je voulais te montrer cette voûte qui est superbe. Nous avons en Provence deux types de voûtes pour couvrir un volume. Cette voûte clavée, déjà, c'est une voûte qu'on appelle aussi chaînette ou voûte tunnel, qui sert en général pour les bergeries. Alors, ça consiste avec un coffrage en bois à mettre des pierres debout et à couvrir ce coffrage, hein, voilà. Et au fur et à mesure, on peut déplacer ce coffrage. Donc ici, on a une très belle pièce avec une voûte clavée. Tu nous emmènes où? Alors je vais te faire visiter ce qu'on appelle une galerie drainante ou encore une mine d'eau. Oui. Ce sont des puits horizontaux qui permettent, enfin c'est une technique de captage des eaux souterraines par gravité. Donc ça a été construit par la main de l'homme bien sûr. Ce sont des galeries qui permettent de récupérer les eaux de ruissellement. Hein, en général, c'est entre deux couches de roches différentes, une roche imperméable, une roche perméable bien sûr, et on récupérait cette eau donc par gravité dans des bassins ou dans des fontaines ou lavoirs, etc. Alors Élise, puisqu'on passe devant, je vais aussi te montrer, on a vu la grande galerie drainante. On va regarder cette petite en passant, parce qu'il y en a une toute petite ici qui est assez jolie aussi. On ne va pas rentrer parce qu'il faut ramper. Alors on va laisser ça pour les autres. Voilà, tu vois, on la voit, on voit bien le fond, oui. Elle fait quoi, une dizaine de mètres. On va où Christiane maintenant? Eh bien, écoute, je vais essayer de te montrer comment on construit un mur en pierre sèche. On est décontracté, il fait chaud. Il fait chaud là, il commence à faire chaud. Et là, nous allons au mur de pierre. Alors, nous allons au mur de pierre. Mais tu sais faire les murs de pierre, toi? Alors, en pratique, je vais te dire non. En théorie, bon, on va essayer, parce que c'est une technique parfaitement maîtrisée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si nous sommes devant un mur qui est je dirais en réfection, hein, par une association de sauvegarde du patrimoine, donc l'association APAR, donc ce mur, vous pouvez le voir en coupe. Alors il existe deux types de murs. Le mur de clôture, déjà, qui est constitué de deux parements. Oui. Donc deux faces visibles. Et puis ici, nous sommes devant un mur de soutènement d'une terrasse de culture. Oui. Voilà. Alors, la base est très importante, l'assise. L'assise doit être solide, bien sûr, les bases doivent être très solides. Alors, soit du rocher bien aplani, soit des pierres un petit peu plus grosses qui vont un peu déborder. Et ensuite, on va monter un mur, non pas en empilant les pierres les unes sur les autres, mais en les croisant. Oui, pour assurer la stabilité. Alors en général ici, en Provence, on utilise beaucoup la molasse calcaire. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Cette molasse qui est une roche qui se travaille bien. Encore que pour construire un mur, vous pouvez le constater ici, on a un tri qui est d'abord fait. Ça ne se construit pas n'importe comment, c'est un véritable puzzle. Et il y a énormément de manutention. Celui qui va construire un mur en pierre sèche va y passer beaucoup de temps.
Donc on va trier les pierres, on va les classer par épaisseur, on va éventuellement les retravailler, les redimensionner, les ébaucher un petit peu. Attention, on a rarement de la pierre taillée hein, dans des constructions pierre sèche, sauf pour les chaînages d'angles et puis pour les pierres de couronnement quand on a fini le mur pour le terminer. Alors, les pierres sont posées en général horizontalement, hein, dans leur lit, toujours dans leur lit de carrière. Jamais on ne pose une pierre en délit. On va utiliser des éclats de calage que l'on appelle aussi la fourrure, le cailloutis. Alors là aussi, ce n'est pas posé n'importe comment parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vide entre les pierres pour qu'il y ait un frottement qui va assurer justement la stabilité du mur. Alors une chose importante, le cailloutis que vous voyez là, c'est ce qui constitue le drainage ce qui permet de drainer. Hein, voilà. Ça freine le ruissellement de l'eau, oui. Ça retient un petit peu l'eau et ça permet aussi à l'excédent d'eau de s'infiltrer. Hein, voilà. Donc de réalimenter les nappes souterraines. Alors une chose importante, notamment pour les murs de soutènement, on va donner ce que l'on appelle un fruit au mur, c'est-à-dire une inclinaison vers l'intérieur, de manière à contrecarrer la poussée des terres derrière et la poussée de l'eau aussi également. Hein, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des escaliers volants. Ce sont des escaliers qui permettaient d'accéder aux petites terrasses, qui évitaient justement de prendre de la place des terres cultivables en faisant une allée qui prenait beaucoup de place. Donc là, ça fait des escaliers. On inclut les boutisses pendant la construction du mur. Oui, oui. Donc l'inconvénient, effectivement, c'est que si la boutisse casse, ce qui arrive, ben, on ne refait pas le mur. Voilà. Alors ici, nous nous trouvons devant la pastorale. Donc la pastorale, c'était une grosse exploitation, une grosse ferme. Donc c'est vraiment le symbole de l'activité qui régnait ici au Talagar, c'est-à-dire l'exploitation agricole et agro-pastorale, puisqu'on a une magnifique bergerie en bas, toute voûtée. Donc bergerie, les animaux en bas et l'habitation en haut. C'est quoi ces pierres qui dépassent? Ces pierres qui dépassent, tiens, viens voir. Alors non seulement elles dépassent, mais en plus, regarde. Ah, elles sont trouées. Elles sont trouées. Et ça sert à quoi? Alors ça avait plusieurs utilisations. Ici, en l'occurrence, tu vois, elles sont vraiment tous les 1,50 m, 2 m à peu près. Hein, il y en a beaucoup, le mur est très long. C'était probablement des supports de tuteurs de culture. Ah, alors soit des vignes, soit peut-être donc des cultures en espalier, peut-être aussi des cultures en contre-espalier, hein, qui permettaient de cultiver des petits arbres fruitiers. On n'en est pas sûr, mais en tout cas, c'était des tuteurs de culture. Christiane, là, le sol est en pierre. Pourquoi? Alors, ce sont des calades. En Provence, nous avons ce type de pavage, on va dire, en général, dans les villages où il y a des rues en pente. C'était pour favoriser le pas de l'homme, de l'animal, pour éviter le ruissellement aussi. Donc, on a inventé ce système qui est aussi très ancien, qui permet de caler des pierres dans la terre, et elles sont positionnées, contrairement à un mur de pierre sèche où elles sont dans leur lit de carrière, là elles sont sur champ. Pourquoi toutes ces constructions en pierre sèche? Alors ces constructions en pierre sèche sont nées pour 3 raisons principales. D'une part, la nécessité de trouver des terres cultivables dans des périodes où on a eu des essors démographiques, des flux de population. Ici, on est sur beaucoup de collines en Provence. Hein. La deuxième chose, c'est que l'homme a dû s'adapter à son environnement. Il a dû aménager la nature pour pouvoir cultiver. Parce qu'ici, la troisième raison, c'est qu'il y a un matériau abondant sur place. Ici, on est en Provence sur des zones calcaires. Oui. On a principalement pour construire ces édifices du calcaire. Et la roche affleure. Donc pour arriver à trouver la terre, il fallait épierrer. Donc la première chose que l'homme a construit, ce sont des pierriers, ce qu'on appelle aussi les clapiers en Provence. On n'en trouve pas ici, alors ça peut être des amoncellements en vrac de pierres, oui. Mais quelquefois ce sont de très très beaux tas de pierres qui sont bien construits. On a l'impression que ce sont des édifices. Et notamment dans le Vaucluse, il y en a de très jolis. Alors ici vous êtes sur des terrasses de culture. Donc les terrasses de culture, c'est ce qu'on appelle en Provence le bancao. Oui. Alors le bancao en fait c'est une
une planchette de culture, hein, c'est uniquement la terre. Après, on peut avoir un mur de soutènement. Mais le banca, au départ, c'est la planchette de culture. Alors, on a eu 3 périodes principalement d'essor de ce type de terrasse. Bon, déjà la période romaine, bien sûr, qui a vu des territoires comme celui-ci s'aménager. Ensuite, on a eu au Moyen-Âge la période entre 11e, 13e siècle. Il ne faut pas oublier qu'ici en Provence, on a eu des invasions. Oui. Donc la Provence a été libérée à partir de un peu avant l'an 1000. Après, on a eu un essor démographique qui a fait qu'on a eu besoin de terres cultivables. Ensuite, il y a eu des périodes un peu fluctuantes avec les guerres de religion, etc. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de la Provence ni de la France. Et on a eu surtout un âge d'or de l'extension de ces terrasses sur un siècle à peu près, entre 1750 et 1860. Là, ça a été vraiment des constructions de terrasses presque à l'excès, je dirais. Alors ces terrasses sont importantes parce qu'elles constituent un véritable réseau d'assainissement, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le principe c'était de drainer la terre, empêcher le ruissellement. Alors aujourd'hui elles sont abandonnées et malheureusement cet abandon c'est un gros problème puisque les chemins de l'eau ont été détournés, les sources sont taries, on a quand même un gros problème avec les inondations aujourd'hui alors que ça c'était vraiment une façon de drainer qui était très très efficace et aussi pour parer aux incendies. Alors je vais te faire visiter, Élise, ce que l'on appelle en Provence nos boris. Oui. Et là en fond sonore, la patrouille de France. Magnifique. Le terme de boris a été popularisé au XIXe siècle par des savants, par des folkloristes, quand on a redécouvert ces édifices. Et c'est un terme assez inadapté. En fait, ce sont des cabanes, tout simplement, en français. Après, on a une terminologie vernaculaire qui s'adapte à toutes les régions de France, là où existent ces édifices. Alors, c'était en général des habitats temporaires qui permettaient aux bergers de s'abriter ou d'abriter un animal ou des récoltes. Voilà, donc c'est quelque chose de temporaire. Le boris, par contre, a existé, ce terme de boris dans le sud-ouest, c'était des habitats permanents, c'était la ferme. Alors ici, on a des problèmes quand il a fallu créer des ouvertures, hein, c'est toujours le problème, hein, parce qu'il y a une voûte au-dessus qui pèse, bien sûr. Donc souvent, vous verrez au niveau des ouvertures, notamment des portes, différents types. Ici, on a une voûte clavée. On peut avoir des linteaux, c'est-à-dire de grandes pierres plates qui soutiennent la voûte. Voilà. Alors la voûte en encorbellement consiste à poser des pierres en arrondi, à plat, rang par rang. Et le rang supérieur, les pierres du rang supérieur vont dépasser celles du rang inférieur jusqu'à couvrir complètement le volume, refermer ce volume. D'accord. Voilà. Oui. Et par contre, il y a un poids qui s'exerce à l'arrière de la pierre qui permet justement d'assurer le porte-à-faux de la voûte. Christiane, là nous arrivons devant une belle borie qui est particulière. Alors c'est une particularité de Salon entre autres puisque nous avons à Salon des bories à gradins, à degrés. Oui. Donc ça c'est quand même relativement rare, je crois qu'il y a 4 départements qui en possèdent à peu près. Et là tu vois qu'on a une base carrée. Oui. Et 2 troncs de cône ensuite qui surmontent l'édifice. Donc ça vraiment on en a beaucoup dans Salon, certaines ont été détruites mais d'autres sont toujours debout. Il y a eu à une époque des Italiens qui ont travaillé, qui sont venus d'Italie en tant que muraillers, qui ont été appelés pour construire des murs de soutènement notamment. Alors il y en a dans les Pouilles de ce genre d'édifice à gradins. Est-ce que ça a été apporté par les Italiens, la technique? Peut-être. C'est fort possible, mais je n'en suis pas sûre. Christiane, nous arrivons à la dernière étape de notre parcours. Oui. Nous arrivons à ce qu'on appelle un appier, un mur d'abeilles. Voilà, ici vous avez le mur d'abeilles qui est à 2 étages. Alors les murs d'abeilles, ce sont en fait
genre de résidence pour les abeilles, dans lesquelles c'est des logettes, des niches, des alvéoles qui étaient construites en même temps qu'un mur, et dans lesquelles on mettait les ruches pour les protéger des intempéries et des animaux sauvages qui pouvaient... des prédateurs. Voilà, des prédateurs. Alors ici on est devant un mur un peu rustique parce que vous avez des murs un peu rustiques, de construction un peu grossière on va dire, et d'autres qui sont très très esthétiques. Alors on en compte à peu près 300-400 en Provence, hein, donc c'est quand même assez important. Alors les dater c'est difficile, comme tout ce qui est construction en pierre sèche, très difficile à dater. Alors il y a eu de grandes périodes pendant lesquelles le miel a été mis en avant, au devant de la scène. Le miel a été pendant très longtemps le seul aliment au pouvoir sucrant, hein, ça tout le monde le sait. En France, Charlemagne avait obligé les paysans à avoir des ruchers. Donc à ce moment-là, on avait énormément de miel, bien sûr. Et puis, il s'est passé quelque chose au moment de la découverte de l'Amérique. Eh bien, on a découvert aussi la canne à sucre. Donc, voilà, donc à partir du XVIIe siècle, quand la canne à sucre a commencé à être, on va dire, bien cultivée, elle est arrivée bien sûr de nos îles, et malheureusement l'apiculture est un petit peu tombée, enfin, le miel est tombé un peu dans l'oubli. Ensuite on a eu le blocus continental, imposé par Napoléon, qui a remis sur le devant de la scène ces apiers, puisqu'à ce moment-là, le miel n'arrivait plus, enfin la canne à sucre n'arrivait plus d'Amérique. on s'est retourné vers le miel. Voilà, donc on pense que ces murs, qui sont quand même connus, on parle déjà de ces petites constructions depuis très longtemps, depuis le 1er siècle de notre ère, on a déjà quelques documents qui nous parlent de ces constructions apicoles, mais on pense que pendant le blocus continental, il y a eu énormément de constructions. Et pour preuve, ce qu'on appelle les apiers commerciaux. Oui. Donc ce sont des murs très grands, souvent avec beaucoup d'alvéoles, beaucoup de niches. Donc effectivement, c'était dans un but commercial. Christiane, nous allons conclure. Donc on te remercie beaucoup de nous avoir donné toutes ces explications. Alors moi je vais simplement conclure en disant que ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est un tout petit aperçu de ce que l'on peut voir en construction en pierre sèche. C'est un patrimoine, comme vous avez vu, à préserver, parce qu'il faut l'entretenir, et puis surtout, en dehors d'une valeur historique, paysagère, ça a surtout une valeur environnementale extraordinaire. Vous avez vu la nature de cette pierre qui est utilisée, qui est un matériau naturel, qui est un matériau local, qui est un matériau économique, recyclable à l'infini et non polluant. Donc c'est peut-être l'avenir. Et ces vertus techniques ont été reconnues par des scientifiques à l'échelle nationale, à l'échelle internationale même. Et aujourd'hui, eh bien, on va peut-être avoir ce savoir-faire qui va se transmettre, puisqu'on va peut-être avoir enfin des vrais maçons de la pierre sèche qui vont mettre en valeur ces constructions, cette technique. Il faut absolument que tous on préserve ce patrimoine. C'est la préservation du patrimoine, oui, exactement. C'est la préservation du patrimoine avant tout. En tous les cas, merci à toutes les trois. Merci.